du sable dans les dents, le souffle du rotor dans les oreilles, la main d'un garçon dans la mienne alors que nous traversions la ruelle en direction du convoi. Puis le téléphone satellite a vibré contre mon gilet porte-plaque, comme un colibri piégé sous du Kevlar. J'ai failli le laisser basculer sur la messagerie vocale. On ne prend pas d'appel en pleine extraction, mais quelque chose qu'on pourrait appeler le radar d'une mère m'a poussé à répondre. Madame, la voix était rauque, haletante. Ici l'hôpital pédiatrique Saint-Vincent. Votre fille est dans un état critique. Mon cerveau n'a pas traité les mots dans l'ordre. Fille. Critique. Ma langue avait un goût de cuivre. Que s'est-il passé? Une pause. Des papiers se froissèrent quelque part derrière elle. Un moniteur bipa trop vite. La nouvelle femme de votre mari l'a amenée. Elle a dit que c'était une chute, mais les blessures elles ne correspondent pas. L'infirmière déglutit. J'ai appelé l'inspecteur. Il ne fait rien. Pourquoi? Parce que le frère de cette femme est le préfet de police. La ruelle se rétrécit. Mon monde se rétrécit avec elle. J'ai regardé mon équipe charger le garçon et sa grand-mère dans le camion, leur bouche bougeant dans une langue que je ne pouvais entendre par-dessus le tumulte dans mon crâne. Écoutez-moi, murmura l'infirmière, puisant son courage dans un endroit que personne ne lui avait indiqué. Si vous voulez que la vérité éclate, cela ne dépend que de vous. Pendant un instant, la zone de guerre autour de moi fut plus silencieuse que la ligne téléphonique. J'ai dit, préparez son dossier. Ne la laissez pas sortir. Documentez tout. Photographiez tout. Assurez la chaîne de possession pour chaque vêtement. Je suis à près de 10 000 kilomètres, mais j'arrive. Madame, commença-t-elle. La ligne se coupa. Pas sa faute. La mienne. J'étais déjà en mouvement. J'ai tendu à mon second le téléphone satellite et les dernières instructions pour le transfert. Emmène-les à Gaziantep. Fais rouler le convoi. Tu enfreins le protocole, dit-il, sans accuser, énonçant un fait. Le protocole n'élèvera pas ma fille, ai-je dit. Décollage dans 30 minutes. 30 minutes se transformèrent en 21. Notre pilote me devait une faveur depuis Kaboul. Il n'a pas demandé pourquoi. Sur la piste, la chaleur scintillait sur le tarmac comme un mirage de toutes les choses que j'avais crues solides. Alors que l'appareil prenait de l'altitude avec difficulté, j'ai fixé la carte sur mes genoux, l'océan qui séparait une mère de la chambre où sa fille gisait sous des lumières trop vives pour de petits yeux. Voici le problème avec les systèmes, ils gardent les secrets des gens qui les construisent. Et au moment où un système a choisi la douleur de ma fille comme prix de son silence, il est devenu mon ennemi. Que se passe-t-il lorsque les personnes qui ont juré de protéger deviennent celles qui font disparaître la vérité d'un enfant? On cesse de demander la permission. J'ai barré 3 noms sur une liste que je gardais depuis des années, l'inspecteur, le préfet de police, la femme qui avait amené ma fille avec une histoire qu'elle ne pouvait vendre à une infirmière dotée d'une conscience. Je ne rentrais pas à la maison pour crier. Je rentrais pour actionner tous les leviers qu'ils croyaient leur appartenir. Et quand l'avion atterrirait, leur pouvoir commencerait à diminuer à la caméra, sur le papier, au tribunal jusqu'à ce que la seule chose qui reste de leur protection soit un gros titre sur la façon dont elle avait échoué. L'air m'a frappé comme un mur lorsque la porte de l'avion s'est ouverte, humide, lourd, malsain. Pas l'air que vous voulez dans vos poumons quand vous savez que votre enfant le respire depuis un lit d'hôpital. Mes bottes ont touché le tarmac avant que l'escalier ne soit complètement verrouillé. Je n'avais ni valise, ni papier, ni texte préparé pour les politesses. Juste un sac à dos avec les documents dont j'aurais besoin pour dépouiller des gens de leur pouvoir. Un véhicule utilitaire sport noir attendait. Le chauffeur ne parlait pas anglais. Ce n'était pas nécessaire. Il connaissait l'itinéraire, l'hôpital pédiatrique Saint-Vincent, tout droit à travers les artères endormies de la ville. Les lampadaires filaient sur les vitres, transformant mon reflet en quelque chose que je reconnaissais à peine. Les cheveux aplatis par un casque, des yeux qui n'avaient pas assez cligné pour pleurer. L'infirmière m'attendait dans le couloir des urgences. Pas de sourire, pas de bavardage, juste un lent hochement de tête avant de me faire entrer. La chambre était trop blanche. La peau de ma fille était trop pâle. Les machines bourdonnaient, bipaient, sifflaient, comme si son petit corps avait été transformé en son propre champ de bataille. Elle est stable pour l'instant, murmura l'infirmière. Mais vous devez voir ça.
Elle a retiré la couverture. Mon souffle s'est bloqué. Des bleus sombres, de forme qu'on n'obtient pas en tombant. De minuscules marques de doigts sur son poignet, trop petites pour être les miennes, trop cruelles pour appartenir à quelqu'un qui aurait dû l'aimer. J'ai touché doucement ses cheveux. Qui t'a fait ça, mon bébé? Ses paupières ont scié, mais elle ne s'est pas réveillée. L'infirmière a fait glisser un sac de preuves scellé sur le comptoir. À l'intérieur, les vêtements avec lesquels elle était arrivée, encore humides à des endroits auxquels je ne voulais pas penser. J'ai tout documenté. Photos, horodatage. J'ai aussi enregistré mon appel avec l'inspecteur. Vous l'avez enregistré? Ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne l'avais prévu. Elle a hoché la tête. Quand il a dit « laissez tomber », j'ai su que vous auriez besoin de preuves. C'est à ce moment que la porte s'est ouverte sans qu'on frappe. Elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait, la femme que mon mari avait épousée alors que j'apprenais encore à respirer après les papiers du divorce. Son parfum est arrivé en premier, puis sa voix, du sirop sur du poison. « Tu es là », dit-elle, presque souriante. « Nous devrions parler avant que tu ne fasses quelque chose d'irréfléchi. » Je me suis levé lentement, chaque parcelle de mon être se transformant de mer en quelque chose qu'elle ne voudrait pas affronter. « Non », ai-je dit en m'approchant. « Nous allons parler après que j'aurai passé 3 appels. Le premier à un avocat, le deuxième à un journaliste, et le troisième, j'ai jeté un coup d'œil à l'infirmière qui a fait le plus petit des hochements de tête, à quelqu'un de plus haut gradé que son frère. Son sourire a vacillé. « Tu ne sais pas ce que tu commences. » J'ai regardé ma fille. « Tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de finir. » Le temps qu'elle quitte la pièce, son parfum avait déjà été effacé par l'odeur d'antiseptique et de rage. L'infirmière m'a tendu un bout de papier. 3 numéros, 3 noms. Des alliés, dit-elle. Vous en aurez besoin. Le premier numéro appartenait à un homme dont la voix pouvait avancer des dates d'audience sans permission. Le deuxième, à un journaliste qui avait bâti sa carrière en dénonçant le genre de personne qui se croyait intouchable. Le troisième était le genre de numéro que l'on ne sauvegarde jamais dans son téléphone. On le garde sur papier parce que certains noms ne peuvent pas être liés à vous jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que quiconque arrête ce qui s'en vient. Je suis sorti dans le couloir et j'ai d'abord appelé le journaliste. Qui la protège? Ai-je demandé. Silence à l'autre bout du fil, puis une lente expiration. J'attendais que quelqu'un de la famille parle, a-t-il dit. Ils ont gardé les mains propres pendant une décennie, mais j'ai des dossiers, des rapports de police sous scellés, des registres d'hôpitaux. Vous êtes la pièce manquante. Nous avons convenu de nous rencontrer avant l'aube. Quand je suis retourné dans la chambre de ma fille, elle dormait toujours, mais sa main s'était juste assez déplacée pour que je voie le petit bracelet d'hôpital, son nom, sa date de naissance, et le mot victime. C'était horrible de le voir là. Elle n'était pas une victime. Plus maintenant. J'ai quitté l'hôpital juste avant 4 heures du matin. La ville dormait encore, mais pas moi. Mon taxi m'a déposé à une entrée latérale d'un parking. Pas de caméra, pas de préposé, juste une silhouette familière appuyée contre une voiture, mon beau-père. Il était encore en uniforme, ses médailles captant la faible lumière, son visage illisible. J'ai entendu, dit-il simplement. Et je ne suis pas ici pour te calmer. Je suis ici pour m'assurer que tu ne rates pas ta cible. Nous nous sommes assis dans la voiture. Il m'a tendu un dossier, fin mais lourd du poids de la vérité. À l'intérieur se trouvaient des photos, des déclarations sous serment, et quelque chose que je n'attendais pas, une déclaration sous serment signée par l'un des propres officiers du préfet de police. Pourquoi risquerait-il cela? Ai-je demandé. Parce que, a dit mon beau-père en démarrant le moteur, même les murs les plus sales ont des fissures, et tu as un marteau. Nous avons roulé en silence, les rues défilant. Nous n'allions pas au commissariat. Nous allions directement au seul endroit que son frère ne pouvait pas toucher, le palais de justice. Au lever du soleil, ils auraient un dossier si épais que la seule façon de le fermer serait au tribunal. Le hall du palais de justice était vide, à l'exception d'un agent de sécurité qui nous a regardés comme si nous apportions une tempête avec nous. Le badge et l'uniforme de mon beau-père nous ont fait passer sans une seule question. Au 12e étage, une femme en tailleur sombre attendait déjà. Elle n'a pas donné son nom, a juste fait un petit signe de tête vers une salle de conférence. À l'intérieur,
Les murs étaient bordés d'armoires verrouillées. Elle a posé un enregistreur noir sur la table et a appuyé sur un bouton. « Commencez par le début », a-t-elle dit. Je leur ai tout raconté, l'appel téléphonique en Syrie, l'hôpital, l'inspecteur qui ne s'est jamais montré, les avertissements chuchotés sur le préfet de police. Chaque mot semblait gratter quelque chose à vif en moi, mais je ne me suis pas arrêté. Quand j'ai eu fini, la femme en tailleur a pris une photo dans son dossier et l'a fait glisser sur la table. C'était ma fille, prise des mois auparavant, assise sur un banc de terrain de jeu. L'horodatage m'a dit exactement quand. J'étais à l'étranger. Elle aurait dû être à l'école. Elle était surveillée, a dit la femme doucement. C'est plus gros que vous ne le pensez. Nous montons un dossier depuis des années, mais votre témoignage met un nom sur ce qu'ils ont fait. Il relie la famille du préfet de police à plusieurs affaires que nous ne pouvions pas ouvrir sans un témoin direct. Je me suis penché en arrière, l'air lourd de quelque chose entre le soulagement et la fureur. Et maintenant ? Maintenant, dit-elle, nous agissons vite, avant qu'ils ne sachent que vous avez parlé. Au moment où je suis parti, 3 équipes différentes étaient assignées, des agents de la brigade criminelle, l'IGPN, et une unité de surveillance civile, toutes convergeant vers une seule cible. Mon beau-père a marché à côté de moi jusqu'à la voiture. Il n'a pas parlé avant que nous soyons dans la rue. Ils vont paniquer, a-t-il dit. Et quand ils paniqueront, ils feront des erreurs. C'est à ce moment-là que nous frapperons. Effectivement, la première fissure est apparue moins d'1 heure plus tard. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Juste 2 mots, appelle-moi. Je l'ai ignoré. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé, cette fois de mon mari. Elle est partie. A fait une valise et a disparu. J'ai fixé l'écran, sachant exactement où elle s'était enfuie. Sa famille pensait pouvoir serrer les rangs, la cacher, la garder à l'abri de ce qui allait arriver. Mais ils avaient oublié quelque chose, on ne peut pas se cacher d'une vérité qui est déjà en mouvement. Et au coucher du soleil, la première arrestation le prouverait. Au coucher du soleil, les rues autour de la maison du préfet de police semblaient faussement calmes. Des enfants faisant du vélo, des arroseurs sifflant sur des pelouses manucurées. Mais je pouvais sentir le changement dans l'air. Depuis le siège passager du camion de mon beau-père, j'ai regardé 2 berlines banalisées remonter la rue. Elles se sont garées sans cérémonie, les portes s'ouvrant pour révéler des agents en civil. Pas de sirène, pas de cri, juste un mouvement silencieux et délibéré. C'est le moment, murmura mon beau-père. Ils entrent. Les agents n'ont pas frappé. L'un a utilisé une clé. Plus tard, j'apprendrai qu'elle avait été saisie lors d'une perquisition plus tôt dans l'après-midi. Ils ont disparu à l'intérieur. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Puis, une silhouette émergea, non pas le préfet de police, mais sa femme, la belle-mère de mon mari, les cheveux en désordre, les yeux fuyants. Elle n'était pas encore menottée. 2 autres agents suivirent, chacun portant des sacs de preuves scellés. Même d'ici, je pouvais en distinguer un, le sac à main en cuir foncé que j'avais entendu ma fille décrire au personnel de l'hôpital. Celui qu'elle disait avoir été utilisé pour transporter quelque chose. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était mon mari. Ils disent que tu as tout gâché. Papa est furieux. Je n'ai pas répondu, car de l'autre côté de la rue, le préfet de police lui-même est finalement sorti. Pas d'uniforme, juste un t-shirt gris et un jean, et les poignets liés par de l'acier. Les voisins se figèrent en pleine phrase, le regard fixe. Une femme laissa tomber son sac de course, des oranges roulant sur le trottoir. L'un des agents parla brièvement dans une radio, puis fit signe à un véhicule utilitaire sport noir qui attendait au coin de la rue. Il l'emmène directement au centre de détention provisoire, expliqua mon beau-père en démarrant le moteur. Pas d'arrêt, pas de marché en coulisses. Mais je ne regardais plus le préfet de police. Je regardais la femme dans l'embrasure de la porte, la belle-mère de mon mari s'agrippant au cadre comme s'il pouvait la maintenir debout. Son regard a trouvé le mien de l'autre côté de la rue, et pendant une fraction de seconde, son visage s'est vidé de toute trace de défi. Elle savait. Quel que soit le pouvoir qu'elle pensait avoir, quelle que soit la protection que le nom de sa famille offrait autrefois, c'était fini. Mon beau-père a passé une vitesse. Demain, dit-il, nous nous occuperons du reste. De tous ceux qui se sont tus pendant que ta fille souffrait.
J'ai hoché la tête, mais mon esprit était déjà loin devant lui. Parce que je ne cherchais pas seulement la justice. Je cherchais le silence qui les avait protégés, et j'allais m'assurer que ce silence prenne fin publiquement. Le matin, la nouvelle avait explosé dans tous les grands médias. Le préfet de police arrêté sur commission rogatoire. Preuve liée à une enquête en cours sur la maltraitance d'enfants. Je n'avais pas besoin de lire les articles en entier pour savoir que la famille de mon mari était en pleine déroute. Les appels ont commencé avant l'aube. Certains numéros que je reconnaissais, d'autres non. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. À exactement 9h12, la caméra du portail d'entrée a capté mon mari, debout, toujours dans sa veste militaire, la mâchoire serrée. Il n'a pas sonné. Il a juste fixé l'objectif comme s'il pouvait l'ouvrir par la seule force de sa volonté. Je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, j'ai fait glisser l'enveloppe Kraft sur la table de ma cuisine vers mon beau-père. À l'intérieur se trouvait tout ce que j'avais compilé pendant les nuits où je ne pouvais pas dormir, nom, date, conversations enregistrées et déclarations sous serment du personnel de l'hôpital. La preuve que la belle-mère de mon mari avait été présente et complice la nuit où ma fille avait été blessée. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Il a juste pris l'enveloppe et est sorti par la porte de derrière vers son camion. À midi, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, c'était une notification d'actualité, une conférence de presse en direct. Mon beau-père se tenait au pupitre en grand uniforme, les journalistes se pressant, les appareils photo crépitant comme des tirs de mitrailleuse. Cette enquête ne se terminera pas avec une seule arrestation, a-t-il dit, la voix ferme, chaque syllabe délibérée. Aucun titre, aucun insigne, aucun lien de parenté ne protégera ceux qui font du mal aux enfants ou ceux qui protègent ceux qui le font. La caméra a balayé la salle, attrapant mon mari au bord de la foule, le visage pâle, les lèvres pincées. Pour la première fois, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux. La section des commentaires a explosé en temps réel. Enfin, quelqu'un fait quelque chose. Il était temps que le silence se brise. Qui est la femme dans l'embrasure de la porte? Il ne le savait pas encore. Cette partie la nomination publique, l'éclatement de chaque once de leur contrôle, cela allait arriver. Et quand cela arriverait, ce ne serait pas juste un gros titre. Ce serait le moment où toute la ville réaliserait que leur petit cercle intouchable venait d'être éventré. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'assignations à comparaître, d'interrogatoires, et de ce genre de silence qui ne précède qu'une tempête. Ma maison était maintenant sous surveillance discrète, non pas pour ma sécurité, mais pour s'assurer que personne ne tente de négocier officieusement. Le 3e matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Madame, c'est l'heure. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste enfilé la même robe noire unie que j'avais portée à l'enterrement de ma mère, une robe qui signifiait les affaires, pas le deuil, et j'ai conduit jusqu'au palais de justice. Le couloir devant la salle d'audience 4B était bordé de visages que je ne connaissais que trop bien, les amis de mon mari du département, la famille de sa nouvelle femme, quelques hauts fonctionnaires de la ville qui me souriaient autrefois lors de collectes de fonds. Aucun d'entre eux n'a croisé mon regard. À l'intérieur, la voix du procureur était nette, presque chirurgicale. Votre honneur, l'accusation demande à verser au dossier la pièce à conviction C, l'enregistrement complet de la conversation entre l'accusé et l'inspecteur Martin Hénard, pris 2 jours après l'incident. La salle est devenue silencieuse, puis la voix de l'accusé a rempli les haut-parleurs, calme, claire, inébranlable, alors qu'elle demandait à la nouvelle femme de mon mari, « Pensez-vous qu'elle se remettra un jour de ce que vous lui avez fait ?» Sa réponse, dégoulinant d'arrogance, « Elle survivra. Mais peut-être qu'elle apprendra à rester à sa place. » Des hoquets de surprise parcoururent la galerie. La plume du juge se figea en plein trait. La mâchoire de mon mari se serra, mais il ne se tourna pas pour la regarder. Le procureur n'a pas fait de pause. Votre honneur, pièce à conviction D, les virements bancaires montrant des paiements à plusieurs parties en échange de la suppression de preuves. Un par un, leurs secrets se sont déversés, nom, montant, date. Le réseau de protection qu'ils pensaient invisible était maintenant mis à nu sous les lumières du tribunal. Quand ce fut fini, le juge n'a pas ajourné immédiatement. Au lieu de cela, il s'est penché en avant, la voix lourde. Ce tribunal ne tolère pas l'abus de pouvoir, surtout lorsqu'il est utilisé pour dissimuler des préjudices contre les plus vulnérables. Je veillerai à ce que tout le poids de la loi soit appliqué. Je n'ai pas regardé mon mari en sortant. Je n'en avais pas besoin, car la prochaine fois que nous nous verrions,
ce ne serait pas chez nous. Ce serait l'un en face de l'autre, avec une table et la loi entre nous. Le verdict est tombé plus vite que quiconque ne s'y attendait. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le marteau est tombé comme la note finale d'un tambour de guerre. La nouvelle femme de mon mari s'est agrippée au bord de la table de la défense, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le bois jusqu'à devenir blancs. Ses yeux étaient fixés sur le sol, ce même homme qui se targuait autrefois de son contrôle, maintenant dépouillé de chaque once de celui-ci. Dehors, les marches du palais de justice étaient inondées de journalistes, les microphones tendus comme des lances. Je ne me suis pas arrêté. Je n'avais aucune déclaration à leur faire. Pas encore. Mon seul objectif était de rentrer chez moi, auprès de ma fille, qui se remettait encore, apprenant encore à dormir sans peur. Ce soir-là, alors que j'étais assise à son chevet, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Je ne savais pas. Je le jure. C'était l'un des officiers qui avait été chez nous la nuit où c'est arrivé, celui qui m'avait ri au nez quand j'avais supplié de l'aide. J'ai tapé lentement ma réponse, vous ne vouliez pas savoir. Et maintenant, vous savez. Les jours qui ont suivi ont été calmes. Pas paisibles, pas encore, mais un calme qui signifiait que la tempête était passée. Le préfet de police, son frère, a été contraint à une retraite anticipée, son insigne retiré, son influence disparue. L'inspecteur qui avait refusé d'enquêter a perdu son poste et sa pension. Mon mari ? Il passerait les 20 prochaines années derrière des murs qu'il avait autrefois utilisés pour piéger les autres. Quant à moi, je n'ai pas célébré. La vengeance n'avait pas été douce. Elle avait été nécessaire. Un après-midi, alors que je préparais du thé, ma fille est entrée dans la cuisine, les cheveux en désordre après son sommeil. Elle s'est appuyée contre moi et a murmuré « Maman, tu as tenu ta promesse. » Je n'ai pas demandé de laquelle elle parlait. Je l'ai juste serrée plus fort car à la fin, il ne s'agissait pas de pouvoir, de gagner ou de les faire tomber. Il s'agissait de s'assurer que chaque porte qu'ils avaient autrefois utilisée pour cacher leurs crimes soit verrouillée pour de bon. Et pour la première fois depuis des mois, quand je les regardais, je n'ai pas vu la peur. J'ai vu la liberté.